Bonsoir, 10e et dernier invité de ce spécial présidentiel 2012, François Bayrou, le président du MoDem. Il a été plusieurs fois ministre, notamment de l'Éducation nationale. Il ne se veut ni à gauche ni à droite. Il est candidat pour la 3e fois à l'élection présidentielle. On le retrouve tout de suite. François Bayrou, bonsoir. Bonsoir. J'ai sous les yeux votre livre-programme La France solidaire et vous faites le constat évidemment d'une véritable urgence. Ça c'était le titre de votre livre précédent, mais l'urgence demeure. Alors vous dites qu'il faut ouvrir les yeux sur la situation du pays, mais est-ce que vous pensez que les Français ont envie qu'on le leur ouvre? Bon, ça c'est ce que disent la plupart des observateurs. Au fond, quand ils constatent le gouffre qu'il y a entre ceux qui arrivent sur nous et la campagne présidentielle, qui est absolument incroyable de légèreté, de n'importe quoi, de laxisme, de promesses totalement illusoires, où les deux candidats principaux et quelques autres annoncent des chèques, un carnet de chèques ouverts dont ils n'ont pas le premier sou. Alors il y a des gens qui disent, oui, mais peut-être les Français n'ont pas envie de savoir la vérité. Les Français ne peuvent pas savoir la vérité parce que le système politique et médiatique la leur dissimule. Et comment demander à un peuple d'ouvrir les yeux sur la réalité de sa situation quand on lui dissimule sa situation? Au moment où Nicolas Sarkozy, qui semble vous donner raison, dit que la crise financière est derrière nous, que l'économie repart, parce qu'on annonce que le déficit a été mieux géré que prévu, même si on ne dit pas que la dette a été formidablement augmentée, au fond, on entre un peu dans ce système de bisounours optimiste, disant que tout va bien en France. Tout ça est un gigantesque leurre. Parce que quand, par exemple, on nous raconte que le déficit est moindre que prévu, on oublie juste de dire que le déficit par rapport au budget de l'État et des collectivités locales, le seul qui nous intéresse, c'est 20% de déficit. C'est comme une famille qui, tous les mois, ferait rentrer 800 € et qui en dépenserait 1000. Est-ce que vous croyez qu'elle peut durer longtemps? Ben, c'est exactement dans cette situation-là qu'on est. Tout le monde raconte des histoires en laissant croire, vous avez cité les paroles incroyables de Nicolas Sarkozy, j'espère qu'elles sont enregistrées dans beaucoup d'esprits, qui dit la crise est finie. Il a même dit un soir que les économies c'était fini. Mais comment peut-on à ce point être loin du pays? Il y a dans tout ça, au fond, dans les deux attitudes, qui sont celles de Hollande et de Sarkozy, qui promettent des dépenses à tout va, comme si on avait de l'argent pour le faire. L'un et l'autre également. L'un et l'autre, oui, l'un et l'autre. Hollande un peu plus de dépenses et Sarkozy devrait avoir l'expérience qui lui interdise. Donc ils sont l'un et l'autre co-responsables de la situation. Il y a une irresponsabilité qui devrait être dénoncée sans cesse par tous ceux qui, dans le pays, savent la réalité de la situation. En tout cas, pour moi, c'est très simple. Je ne changerai pas de ligne. J'ai au fond un engagement avec les Français, un engagement de fond qui est plus important que les positionnements politiques. Cet engagement de fond, c'est que je leur dis la vérité. Et que c'est en leur disant la vérité que le sentiment de confiance, le lien de confiance peut se créer, et la création du lien de confiance, c'est le début du redressement du pays. Justement, vous venez d'employer le mot redressement. Alors, le redressement, selon vous, repose sur 4 piliers, hein, la production, le rétablissement des finances publiques, l'éducation et cette fameuse confiance politique. Alors, on va prendre ces éléments les uns après les autres. La production, produire français, qu'est-ce que ça veut dire exactement au moment où les échanges sont mondiaux? Ça veut dire une chose extrêmement simple. Nous avons bâti avec le temps un contrat social dans notre pays et un modèle républicain, modèle social et modèle républicain, qui est généreux, même si c'est jamais assez, mais qui est généreux parce qu'il laisse tomber personne, parce qu'on apporte des aides, parce que dans le chômage on est là, parce que... Et ce modèle, il ne faut pas y toucher selon vous, enfin, ah non, mais à la marge. À mon sens, ce modèle-là, c'est une partie de l'âme française, pour employer des grands mots. Et le modèle de service public. On est un des seuls pays, par exemple, dans lequel l'école et l'université sont gratuites, ce qui n'est pas le cas dans beaucoup d'autres pays qui nous entourent. Eh bien, ce modèle-là, il est
impossible à soutenir si nous continuons à chuter dans la production nationale comme nous le faisons. Parce que ce dont personne ne se rend compte et que personne ne dit, c'est que la totalité du financement de tout ça, des services publics, de la sécurité sociale, de la santé, des retraites, des allocations familiales, etc., tout ça repose uniquement sur la production en France. C'est les charges sociales qu'on paye sur le travail qui alimente la sécurité sociale, c'est la CSG qu'on paye sur tous les revenus nationaux qui alimente, et donc il est du devoir d'un chef d'État de dire « je veux mon pays prospère, et comme je veux mon pays prospère, je veux que dans mon pays, de nouveau, on réenracine la production ». Quand on est l'immense pays que nous sommes, on sait faire des avions, on sait faire des hélicoptères, on sait faire des satellites, on sait faire des lanceurs, on sait faire... Non, on les fait chez nous. On sait faire des lanceurs, on sait faire du nucléaire, on a un niveau en automobile qui est assez bon malgré la chute, en pharmacie, Bon, eh bien, ce pays-là, il doit être capable de relever tous les chantiers desquels nous avons disparu. Et il y a des centaines de milliers d'emplois dans ces chantiers. Par exemple ? Par exemple, j'étais l'autre jour, je visitais des forêts. Et en parlant avec des forestiers, on arrive à la constatation simple que la forêt allemande, c'est 20% de moins que chez nous, mais qu'ils ont près de 50% d'emplois en plus. Donc, si on fait une règle de 3, on se dit, nous, avec une forêt plus importante, on a combien d'emplois qui nous manquent ? 500 000 dans la forêt et la filière bois. Et l'Allemagne, elle a le même coût du travail que le nôtre, elle a la même monnaie que la nôtre. Il n'y a pas d'histoire de compétition anormale. Et donc, je dis que oui, y compris, j'ai cité l'exemple de la carte vitale fabriquée en Inde. Comment la Sécu ne se rend-elle pas compte que ce qu'elle gagne en différentiel de prix, elle le perd en rentrée venant des charges sociales et de la CSG ? Et en réactivité, parce qu'il faut des mois et des mois pour refaire une carte vitale à l'autre bout du monde, il faudrait quelques heures pour la refaire chez nous. En fait, il faut produire français, mais aussi vendre français. Mais c'est vendre et produire, c'est la même chose. Il vaut mieux. Si vous ne vendez pas, vous ne produisez pas. Mais vendre à l'extérieur. Il y a un grand institut qui s'appelle le CREDOC. Vendre à l'extérieur et vendre à l'intérieur. Pourquoi je dis vendre à l'intérieur ? Parce que ça soutient l'envie d'investir de l'industriel s'il se rend compte qu'il y a une demande. Il y a un grand institut qui s'appelle le CREDOC qui a fait une enquête pour vérifier que 60% des Français seraient prêts à payer un différentiel un peu plus cher pour avoir des produits fabriqués en France et de meilleure qualité. Encore faut-il le leur dire. Et encore faut-il avoir ce que nous n'avons pas depuis des décennies, une réflexion stratégique, filière par filière, en disant, dans le bois, qu'est-ce qu'on peut faire ? Dans le textile, qu'est-ce qu'on peut faire ? Tout le monde dit en France, le textile, c'est fini. En Allemagne, même coût du travail, même euro, même marché, même niveau, et même plus élevé maintenant. Bon, en Allemagne, ils sont en train de reconquérir la filière textile, notamment dans le sportswear, comme on dit dans les... Bon, ils y parviennent. Vous croyez que c'est impossible aux Français ? Mais vous ne pensez pas que la structure de l'entreprise en Allemagne est particulièrement différente ? Eh bien, travaillons sur la structure de l'entreprise. Les entreprises françaises sont trop petites. Dans mon programme, oui, qu'elles se mettent en réseau. On a des grandes entreprises, c'est une force. Qu'on organise des réseaux avec les moyennes entreprises et avec les petites, qu'on les soutienne, qu'on ait une stratégie pour le pays. Je recevais l'autre jour un grand leader syndical. Très grand leader, très grand syndicat. Je vois qui... Et je parlais de ce sujet avec lui. Et je lui disais, mais est-ce que vous vous rendez compte, comment se fait-il qu'on n'ait pas de stratégie par filière ? Il dit, bien écoutez, nous on a des compétences extrêmement nombreuses dans toutes les filières, des cadres, des commerciaux, jamais on ne nous a demandé notre avis. Comment voulez-vous qu'un pays s'en tire comme ça ? Et donc, c'est exemple très frappant, Volkswagen-Renault. En 2005, Volkswagen-Renault fabrique le même nombre de voitures, l'un en Allemagne, l'autre en France. 1 200 000 chacun. Cette année, Renault tombera à 440 000 véhicules fabriqués en France, 3 fois moins, et Volkswagen montera à 2,2 millions, 2 fois plus. Eh bien, rien que ça montre que c'est possible pourvu qu'on s'organise différemment. Au demeurant, je vous le dis avec l'absolue certitude qui est la mienne,
Si nous ne savons pas répondre à cette question, aucun des autres problèmes du pays ne trouvera de réponse. Et le modèle français s'écroulera sous nos yeux dans des convulsions qui ne seront pas minces. Modèle français, modèle allemand, vous citez beaucoup l'Allemagne. Mais je pourrais citer d'autres pays, je pourrais citer la Suisse, je pourrais Donc, citer l'Allemagne n'exerce les pas Pays-Bas, je pourrais citer les pays scandinaves. Il y a beaucoup de pays qui... Europe du Nord contre Europe du Sud? Nous avons hélas choisi les plus mauvaises habitudes. Grâce ou avec la co-responsabilité des deux mouvements politiques principaux, qui nous ont poussés dans le surendettement et la légèreté et l'absence de volonté, en fait. Parce que derrière tout ça, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi on emprunte? Parce qu'on n'a pas su mettre sur pied la volonté pour s'en sortir. Deuxième pilier de votre redressement, le rétablissement des finances publiques. Alors, comment est-ce qu'on fait pour les rétablir le plus vite possible? D'abord pour dire que le surendettement d'un pays, c'est la même chose que le surendettement d'une famille. Parmi ceux qui nous écoutent, ils savent ce qu'est la vie des familles surendettées. La honte, la peur parce qu'on ne peut pas payer le loyer, qu'on a peur de se faire expulser, on n'ouvre pas la porte parce qu'on a peur que ce soit l'huissier. Il faut toujours trouver un crédit différent pour payer le crédit précédent. Pour un État, c'est la même chose. Qui est l'huissier pour l'État français? Eh bien, ce sont ceux qu'on ira chercher pour nous prêter et qui ne voudront plus nous prêter, sauf à des taux exorbitants. Nous serons étouffés par la dette. Comme vous le savez, aujourd'hui, la totalité de l'impôt sur le revenu payé par les Français ne suffit pas à payer les intérêts de la dette. Voilà la situation dans laquelle nous sommes. Donc il faut en sortir. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut dépenser moins et que ça soit supportable pour le pays, et il faut rééquilibrer les recettes pour que le déficit disparaisse en 2 ans. Et 2 ans. J'ai été très heureux de voir que la Cour des comptes, dans son rapport, au fond, exposait le même scénario de sortie du surendettement qui est le mien. Alors, quelle est cette sortie? On a dépensé l'an dernier une somme publique astronomique. Sécu plus État plus collectivité locale, c'est incroyable, mais c'est comme ça, c'est 1150 milliards d'euros. Eh bien, il suffit de dire, l'année prochaine et l'année suivante, nous ne dépasserons pas cette somme-là. Nous nous fixons comme règle... C'est ça, on aligne tout pendant 2 ans. Nous fixons notre règle comme règle pour le pays, sauf dans un domaine, celui du salaire des fonctionnaires, qu'il faut laisser respirer, à mon avis, au rythme de l'inflation. Mais dans tous les autres domaines, nous ne dépenserons pas 1 euro de plus que ce que nous avons dépensé. Ça voudra dire qu'il faut des réorganisations dans tous les domaines, dans le domaine de l'État, parce qu'il y a des doublons partout. Il faut économiser de la paperasse dont on accable les Français. Il faut arrêter de mettre des normes qui rendent tout plus cher. Il faut qu'on ait un pacte avec les collectivités locales, par exemple, pour que les programmes qu'on devait faire en 2 ans, on les fasse en 3 ans. Et dès l'instant que vous avez cet étalement des dépenses, alors vous avez effacé le déficit et donc vous pouvez recommencer au fond, à désendetter le pays. François Bayrou, on est au 8 mai. Quelles sont vos premières mesures? Vous êtes président de la République, je crois. Qu'est-ce que vous faites? Il y a des choses qui sont évidentes dans mon programme. Je nomme un gouvernement dans lequel seront représentés tous les courants réformateurs du pays. Parce que ça va de quoi à quoi? Ça va de la gauche réformiste à la droite républicaine en passant par le centre et des écologistes sérieux. Voilà, ça fait un grand pacte. Je ne suis pas l'inventeur de cette formule. Lorsque le général de Gaulle est revenu en 1958, il n'avait pas de parti à lui pour avoir la majorité à lui tout seul, ça viendra plus tard. Et il a dit la situation est tellement grave, mesdames et messieurs, il faut qu'on s'y mette tous ensemble. Donc, je vous enjoins de participer au redressement du pays pour que toutes les opinions du pays aient la garantie que ça ne se fait pas contre elles. Donc ça, c'est la première chose. Deuxièmement, j'organise un référendum de moralisation de la vie publique pour que tous les problèmes qui, depuis des années, nous asphyxient, le cumul des mandats, l'absentéisme parlementaire, le mélange d'intérêts publics et d'intérêts privés, le financement des campagnes électorales dont tous les ans on voit naître des scandales divers et variés qui jettent le soupçon sur le passé, tout cela, on le traite en un référendum
uniquement avec du consensus, parce que toutes les mesures que je propose, tous les partis, la main sur le cœur, sont venus à un moment ou à un autre dire qu'ils allaient le faire. Eh bien, faisons-le en une semaine. Je désigne des objectifs à l'école en protégeant ses moyens pour que l'école redevienne ce qu'elle n'aurait jamais dû cesser d'être, et on a ainsi produire, instruire, moraliser la vie publique et sortir le pays du surendettement, les 4 piliers du redressement de la nation que le pays, dans sa volonté et sa conscience, aura choisi. On a l'impression que pendant cette campagne, ce que vous dites, qui est d'une clarté absolue, passe moins qu'aux campagnes précédentes. Pourquoi? Mais d'abord parce qu'on n'est pas au scrutin, ensuite parce qu'il y a des manœuvres perpétuelles qui visent à nous faire croire que cette élection serait jouée et que c'est Sarkozy et Hollande qui feront le deuxième tour. Il se trouve que ce matin est sorti un sondage qui dit qu'il y a 60% des Français qui n'ont pas envie de ce deuxième tour-là. À peine 41 ou 43% qui disent qu'ils en ont envie. Alors, il faut écouter les Français, il faut écouter les observateurs internationaux qui disent c'est une campagne qui condamne la France. Un des plus grands journaux économiques de la planète a dit que c'était un déni de réalité et une campagne frivole. Eh bien, il faut une campagne qui soit une campagne de volonté, de force d'un pays qui se relève. Merci François Bayrou. Merci à vous. C'est avec François Bayrou que se termine notre spécial présidentiel 2012. Je remercie tous les candidats et lorsqu'ils ne pouvaient pas venir, leurs représentants, d'avoir accepté de s'entretenir avec moi. Je vous rappelle que le premier tour est le 22 avril, le deuxième le 6 mai. Bonne soirée sur IDF1 et à bientôt.